Podcast, l'émission des gens productifs et sereins. Bonjour à tous. Salut, bonjour à tous. J'ai lu ton mail. Et voilà, donc retour de vacances, retour de congé. On n'avait pas prévenu qu'on partait en congé, mais maintenant on est revenu. Et c'est Jean-Philippe qui va nous entretenir pendant cette émission. Il va nous parler de l'art subtil. L'art subtil de quoi ? S'en foutre, eh bien l'art subtil de s'en foutre. Oh là là. Quoi, oh là là. On revient de vacances, non ? Alors vas-y, Ben oui, on met des profanities décidé... sur ce podcast. De quoi décidé de ne pas prendre de bonnes résolutions encore pour le début de l'année. En tout cas pour la rentrée. Non. Ça n'a rien à voir, quoique. Donc aujourd'hui, je vous présente un livre que j'ai lu il y a un petit moment maintenant, qui est de Mark Manson et qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Alors l'auteur, c'est un jeune homme oui, maintenant on peut le dire, un jeune homme de 36 ans qui est universitaire. Un gamin. Un petit gamin. C'est un blogueur états-unien qui a longtemps écrit sur le développement personnel depuis une dizaine d'années et qui a sorti il y a 10 ans maintenant, enfin en 2011, L'art subtil de s'en foutre, un guide à contre-courant pour être soi-même. En anglais, ça donne The Subtle Art of Not Giving a Fuck, a Counterintuitive Approach to Living a Good Life. Je pense qu'il fallait le dire en anglais. Alors, je pense que les anglophones comprendront mieux le titre en français, mais ça c'est autre chose. Voilà, il a ce garçon un certain succès et ce livre a eu beaucoup de succès puisqu'il était premier au hit parade pendant un bon moment. Ah oui, quand même. Oui, c'est quelque chose qui a très très bien marché aux États-Unis pour finalement arriver en France quelques années plus tard. Mais vraiment, ça avait très bien fonctionné aux États-Unis. Bref, ce jeune homme, on sent qu'il veut être ou qu'il est réellement à contre-courant. Et ça se voit très bien et dès le début du livre, parce que comme contre-exemple d'une certaine manière du développement personnel, de s'améliorer sur tout un tas de sujets, eh bien, il prend l'exemple de la réussite de Charles Bukowski en tant qu'écrivain. Alors vraiment, Charles Bukowski, vous savez, c'est le mufle parfait. Je citerai pas ce qu'il dit sur les femmes. C'est le raté magnifique d'une certaine manière, parce que jusqu'à 50 ans, il est employé d'un bureau de poste dans un trou paumé des États-Unis, et il picole, il a une vie vraiment de raté si on regarde par rapport à la conception américaine de la réussite. Et il connaît. C'est général quand même, ça. Non ? Comment ? Oui, c'est assez général. Oui, quand on est dans un trou perdu alcoolique et tout ça, oui, c'est rare que. Enfin, peut-être il y a un pays où dans la culture c'est une réussite. C'est la grande réussite. Si les auditeurs veulent chercher, ils pourront nous dire sur sur le forum s'ils ont trouvé. Donc le raté magnifique, et c'est à 50 ans qu'il va connaître le succès, et notamment en publiant Les Contes de la folie ordinaire et surtout Le journal d'un vieux dégueulasse. Qui vont vraiment le lancer. C'est bien écrit, ces choses-là. C'est assez chouette. Et son mouvement littéraire, c'est le réalisme sale. Si vous voulez, c'est un peu un Gainsbourg à l'américaine, tout aussi provocateur et tout aussi alcoolique. Il dit, c'est ça le problème avec l'agnole, songeais-je en me servant un verre. S'il se passe un truc moche, on boit pour essayer d'oublier. S'il se passe un truc chouette, on boit pour le fêter. S'il ne se passe rien, on boit pour qu'il se passe quelque chose. Bref, il est toujours bourré. Et donc, et c'est là où on voit que Mark Manson, si vous voulez, il est très marqué, alors c'est un avis personnel, mais par la contre-culture américaine. Il prend du plaisir à prendre à contre-pied l'image du rêve américain. Parce que Charles Bukowski, en tant que tel, c'est la dernière personne à qui on demanderait un conseil pour vivre mieux. Oui, d'accord. D'ailleurs, il va falloir que tu nous parles, que tu nous explicites un peu tout ça plus loin, mais j'ai confiance. Tout à fait. Ensuite, et ce serait la dernière personne à être citée dans un livre de développement personnel. D'accord. Donc, justement, Mark Manson
pour montrer son côté contre-pied, il va commencer avec cet exemple-là. Donc, il dit en fait, contre-intuitivement, c'est l'exemple parfait du rêve américain, mais en le prenant à l'envers. C'est-à-dire que Charles Bukowski, il a rien fait pour s'améliorer, mais rien du tout. Il a juste pris qui il était et il a développé son côté justement complètement nul. Et donc, en ça, et en le montrant comme un exemple de la réussite du rêve américain, il prend un peu déjà le contre-pied. Est-ce que c'est clair pour vous? Je crois c'est suffisamment clair. C'est suffisamment clair, d'accord. Donc en fait, voilà, good enough. Donc en fait, il prend le contre-pied tout de suite. En fait, l'idée, c'est que l'amélioration de soi et la réussite, c'est pas forcément en corrélation. Il s'est pas amélioré, lui, il n'a pas fait du développement personnel pour être en succès. Voilà. Attends, si je comprends ce que tu dis. Oui. Est-ce que ça serait à dire qu'à partir du moment où il a accepté qui il était, il a fini par connaître le succès? D'une certaine manière, oui. Non, tu peux me dire non, hein. Non, d'une certaine manière, oui, parce que effectivement, il y a une acceptation de qui on est. Et notamment, c'est un des thèmes de son livre. C'est-à-dire que on est dans une société finalement qui est centrée sur tout ce qu'on n'a pas, en quelque sorte. Et que du coup, ça crée une frustration énorme. Et que donc, il y a une injonction à être toujours plus beau, toujours plus sportif, toujours plus jeune. Ça, c'est quand même un truc paradoxal. Vous êtes d'accord? Ouais. Il faut quand même. La société nous recommande d'être de plus en plus jeune. C'est quand même formidable. Au fur et à mesure qu'on vieillit, il faut être de plus en plus jeune. Au fur et à mesure qu'on vieillit, voilà, exactement. Et donc, c'est plutôt, je pense, une critique de ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que on s'améliore, qu'on va courir tous les matins, qu'on fait Miracle Morning, que on fait GTD, que etc., que forcément la réussite est au bout. Si, GTD, si. Alors GTD, oui. Il en parle pas, mais GTD, oui. GTD, oui. Voilà, c'est parce que justement il a la décence de ne pas en parler. Voilà. Et donc ça c'est déjà un point de vue très intéressant. Voilà, c'est si on peut se foutre un peu la paix et bosser là et choisir ses combats, c'est quand même quelque chose déjà de qui va aider pas mal à notre épanouissement. Voilà. Donc ça c'est une première idée qui est plutôt intéressante. Alors dans le bouquin, il va justement dire que l'exceptionnel n'est pas la norme. C'est-à-dire que tout ce que la société nous vend, une société de consommation, et c'est en ça aussi qu'il est proche de la contre-culture américaine. Vous savez, le mouvement des années 60 autour d'Andy Warhol qui refuse la société de consommation et le type surtout de bonheur qu'elle nous propose. Et donc en fait, c'est pas parce qu'on a une super bagnole que on a qu'on possède des super trucs, etc. que ça apporte le bonheur, ou même qu'on se met de la pression à soi-même pour être plus musclé, pour être tout ça, etc. Que c'est ce qui va nous rendre heureux, en fait. Voilà. Donc là, on est très proche quand même de la slow life d'une certaine manière. Il reprend un petit peu cette idée-là parce que ça imprime quelque chose dans notre tête qui nous amène à être tout le temps frustrés et donc à consommer plus. Alors ça, il le dit pas, c'est moi qui le rajoute. Ah, d'accord. mais bien sûr, la frustration, ça amène un manque, quelque chose à assouvir, et donc on va l'assouvir en quoi faisant? En achetant des choses. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la première idée. Et lui, il va dire que pour progresser, en fait, c'est pas tellement de sublimer ou de fantasmer des résultats. C'est plutôt choisir nos souffrances. Parce que, de toute façon, changer ou s'améliorer ou aller vers quelque chose, c'est de la souffrance. Enfin, en tout cas, un effort au moins, quoi. C'est de l'effort. Voilà, exactement. Et que, au lieu de fantasmer
sur de l'exceptionnel, c'est-à-dire sur les résultats à accomplir, on ferait mieux de choisir ses combats. Par exemple, pour Bukowski, se donner juste la peine d'écrire entre deux comas éthyliques et de dealer avec la souffrance ou la peine que ça va, ou l'effort que ça va demander pour obtenir les résultats. Et d'une certaine manière, je trouve que c'est beaucoup plus réaliste que d'avoir quelque chose, parce que c'est la critique un petit peu de manière sous-jacente qui fait des autres livres de développement personnel, c'est-à-dire vous avez juste à faire ça, puis vous allez voir, c'est merveilleux, il y a juste quelques habitudes à prendre, etc. Oui et non, il y a un moment quand même où ça frotte, quoi, qu'on le veuille ou non. Faut aller au charbon, quoi. Ouais. Faut aller au charbon. Il y a, alors là, c'est très américain, no pain, no gain. Ouais. Il le dit pas, hein, mais c'est l'idée, mais ça va frotter quand même un moment. Donc, l'idée, c'est de choisir quels sont les efforts, les souffrances qu'on est prêt à vivre pour atteindre le résultat. Voilà. Ça, c'est sa deuxième idée, là. Ouais, voilà. Ce qui est beaucoup plus, ce qui finalement, exactement son idée à lui, hein, c'est de choisir ses combats. Voilà. Ça me rappelait juste, je fais une intervention sur le côté de la vision, là, des tableaux de vision, choses comme ça. Ça me rappelle une interview, j'en ai peut-être déjà parlé, je sais plus, peut-être je radote, de Jim Carrey. C'est le comédien américain. Oui, oui. Voilà. Jim Carrey, en fait, il est connu évidemment en tant que comédien, mais la petite histoire autour de lui est assez connue aussi parce qu'il s'était fait un chèque de $1 million. Et il avait signé ce chèque pour service cinématographique rendu. Et donc il gardait ce chèque d'$1 million toujours sur lui, qui s'était fait à lui-même. Et il raconte souvent son anecdote que, je crois qu'il avait mis une date sur le chèque, il avait daté. Et il a encaissé son premier $1 million 15 jours avant la date qu'il avait mis sur le chèque. Voilà. Donc ça, c'est. Alors je vais aller plus loin dans l'anecdote parce que. Vas-y, termine. Mais oui, j'apporterai un complément. Moi, ce qui m'avait amusé dans l'interview quand il racontait, c'est qu'il disait ça c'était une première chose, mais en fait après je suis pas parti manger un sandwich, quoi. C'est-à-dire que faire la vision, tout ça c'est bien, tout ça, mais après il faut travailler. Il faut pas juste se contenter de faire la vision et puis attendre que ça arrive. Voilà, ça me faisait juste penser à ça. Voilà. Geoffrey. Je vais tout à fait dans ton sens. Et pour l'anecdote sur Jim Carrey, si je ne m'abuse, mais il faudrait que je retrouve le documentaire, on pourra les mettre dans les notes, il l'a pas encaissé, le million. Il l'a touché en chèque. Et je crois que c'est arrivé pas très longtemps après légèrement avant le décès de son père. Et en fait, il a mis le chèque dans le cercueil de son père et le chèque a jamais été encaissé, en fait. D'accord. Il y a une histoire comme ça. Je retrouverai c'était dans un très très bon documentaire et j'invite tous nos auditeurs à creuser un peu le sujet de Jim Carrey parce que c'est quelqu'un de très très intéressant. C'est un mec assez étonnant. Qui va bien au-delà du masque, de l'image qui lui colle à la peau du comédien, qui fait les grands yeux et les grandes bouches, etc. Donc c'est quelqu'un de très intéressant. Ce qui est à la base de son succès quand même. Hein. Absolument. Mais justement, il y a une dichotomie à ce niveau-là qui est d'autant plus intéressante. Bon. Et maintenant, revenons au choix de l'effort. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est de choisir son effort, et c'est ça qu'il faut choisir, pas de fantasmer la réalité. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut pas faire les deux? Ou alors je suis en train de te péter ta chronique, là? Non, tu ne peux pas rien du tout. Ça, après, c'est ton interprétation, donc j'écoute, oui. Oui, est-ce que ça veut dire que on peut quand même pas se faire un petit objectif, quoi, un petit truc, j'aimerais bien ça, et après se dire... ça coince, hein? Non, mais c'est pour voir. Complètement. Si je veux aller là, du coup, j'ai le choix entre cet effort-là, ou cet effort-là, ou cet effort-là, et finalement, je vais prendre le deuxième parce que c'est lui que je suis le plus à même de supporter ou de faire, quoi. Alors, c'est pas tout à fait ce que j'ai ressenti en lisant, mais ça peut être une réponse à apporter. Peut-être que, en tout cas, en faisant des visualisations ou en réfléchissant à un problème, peut-être que on réfléchit qu'à un seul chemin, et puis peut-être qu'il y en a d'autres en fait qui sont possibles d'une part. Mais de mon côté, alors puisqu'on l'a lancé le débat, pour moi, c'est ce que tu expliques quand tu fais les formations GTD, c'est que souvent on n'a pas le vrai point A. Ah oui. C'est-à-dire que la première marche, en fait, enfin en tout cas moi ça m'arrive régulièrement, et peut-être nos auditeurs aussi, c'est quand il y a un projet,
L'idée de GTD, évidemment, c'est de le réduire en plusieurs plus petits projets, puis en actions, et de vérifier que la toute première action, c'est bien le truc qui va déclencher. Pour moi, la difficulté, elle reste là. Ça va être plutôt ça. Voilà. Je referme la parenthèse, enfin, à moins que quelqu'un d'autre veuille s'y engouffrer avec joie. On te laisse parfait. avancer sur ta chronique. Bon, très bien. Voilà. Et du coup, oui. Et donc, ça entraîne quelque chose, c'est que en fait, on va pas avoir comme critère la réussite, c'est-à-dire quand on commence quelque chose, on va pas avoir comme critère la réussite, même pas peut-être d'objectifs qu'on s'est donné, mais simplement le fait de faire quelque chose, c'est ça la réussite. Et ça m'a énormément parlé. Mais ça m'a même bouleversé. Enfin, quand j'ai lu ça, j'étais mais oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est, je la répète, hein, mais c'est ça, c'est que c'est pas grave de pas réussir les objectifs qu'on s'est donnés. Le plus important, c'est d'avoir fait quelque chose et que faire quelque chose, c'est ça la vraie réussite. C'est vraiment d'avancer sur le faire en fait. Exactement, c'est d'avoir fait ce premier effort-là. Et c'est ça qu'il faut fêter, en fait. Voilà. Donc, finalement, ça commence très à contre-courant, son bouquin. Et puis, ça se rapproche de choses qu'on connaît déjà, hein, par la suite. Mais il y a tout le cheminement de le faire à contre-pied. J'ai trouvé ça super intéressant. Et d'ailleurs, c'est très bien écrit, ce bouquin, parce que il part d'anecdotes, c'est très imagé, etc. Et puis c'est drôle. Il est drôle dans les anecdotes qu'il choisit. Et alors il dit surtout, il faut faire attention à la loi de l'effort inverse si on veut toujours avoir une vie exceptionnelle. Parce que plus on cherche à se sentir mieux, moins on se sent bien. Et donc là, ça s'appelle la loi de l'effort inverse. Alors c'est du philosophe Alan Watts. Et un des pères de la contre-culture américaine des années 60, voyons, donc ça veut dire, c'est ça, le fait de vouloir obtenir quelque chose ou de chercher continuellement le bonheur, ça ne fait que renforcer notre sentiment de manque. En fait. Eh oui. Voilà. Donc en fait, quand on se préoccupe moins de réussir, on réussit mieux. Et également, il y a un petit peu quand on fait quelque chose, il y a une expérience négative comme inverse associée. Donc c'est la confrontation à la réalité du terrain. C'est exactement ça, c'est-à-dire que quand on va faire quelque chose et puis que c'est chouette, paf, on va avoir une expérience négative associée. D'accord ? Donc en fait, la recherche du bonheur, c'est un leurre. C'est ça qu'il dit. En fait, voilà. D'accord. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais il dit, faites quand même les trucs. Mais c'est ça, et je trouve que c'est ça en fait qui est vraiment chouette. C'est-à-dire en fait, pour moi, hein, l'expérience que j'ai eue en lisant ce bouquin, c'est que tout ce qu'il dit d'une certaine manière, j'en avais déjà entendu parler, mais la manière dont il amène à se poser la question et à se reposer des questions par la qualité de son écriture et de son raisonnement, ça j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça vraiment génial et du coup ça m'a vraiment poussé. Et c'est vrai, parce que finalement ce qu'il dit, c'est ça se rapproche de Pomodoro. Tu te lèves, tu fais quelque chose pendant 25 minutes et puis après tu te sens mieux. Là, avec toute son explication autour de la loi de l'évitement, de l'expérience négative associée, ça m'a beaucoup plus parlé. Voilà. Donc ça reste finalement un bouquin de développement personnel, tout ce qu'il y a de plus de développement personnel, d'accord ? Sauf que il est allé chercher avec un pas de côté, avec quelque chose de la contre-culture, et il le fait de manière absolument brillante, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc voilà. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, Jean-Philippe. Je trouve ça très très juste. C'est-à-dire que
si tu prends tous les bouquins de développement personnel, finalement, ils défendent tous plus ou moins les mêmes théories. Dans ce que tu es en train de dire, moi j'entends du One Thing que Romain a présenté il y a pas très longtemps, choisissez vos combats, choisissez vos priorités. J'entends dans le bouquin que j'ai présenté il y a quelques épisodes sur Be So Good They Can't Ignore You de Cal Newport, la partie artisan, métier, remettre sur votre métier, etc. Mais dans tous ces bouquins-là, les contenus sont relativement similaires, mais c'est le processus mental de l'auteur et que le chemin par lequel il va t'amener à ces idées-là qui va faire la différence. Et pour avoir lu quand même quelques bouquins et en avoir recommandé certains à des amis ou des connaissances ou même dans le domaine professionnel, il y a des bouquins qui matchent et des bouquins qui matchent pas. Et la différence, même si les idées sont les mêmes, ce qui va faire la différence, c'est en fait l'approche et le chemin qui va être emprunté par l'auteur pour nous amener à ces mêmes idées. Et donc, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés dans le développement personnel, qu'ils n'hésitent pas à en lire plusieurs, parce que même si les idées se recoupent, vous allez trouver à un moment ou à un autre le bouquin qui va vous parler à vous. Et dire, waouh, ce bouquin-là, il m'a fait un changement de paradigme, il m'a fait un déclenchement. Oui, j'ai déjà entendu les idées, oui, machin, ceci, cela, mais c'est celui-là qui a fait le truc, quoi. Et puis attention, là, nous, on est une communauté avec entre nous et ceux qui nous écoutent, où il y a déjà un goût sur le forum, pour cette etc. chose-là, sur le forum, où il y a déjà un goût de ça, ou un questionnement. Mais il y a tout un tas de personnes que le développement personnel, c'est pas quelque chose qui les attire, ou alors qui les attire, mais où ils veulent pas aller. En tout cas, moi, j'en connais quelques-uns qui sont comme ça. Mais c'est ce bouquin-là que je leur proposerais. Parce que il y a le côté, et il le fait avec subtilité et humour, allez, arrêtons avec toutes ces bêtises de développement personnel. Je vous propose un bouquin qui n'est que du développement personnel. Et qui est avec un côté provoque, etc. C'est très, très subtilement écrit. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment. Tu me donnes envie de faire une chronique sur un bouquin qui s'appelle L'Antidote, qui est justement l'antidote qui est pour les personnes qui n'aiment pas la pensée positive. Comment faire? Mais la pensée, c'est ça. Il y a aussi après une forme de dictature. Enfin, complètement. En tout cas, d'injonction, on va dire. Pas dictature. Je retire le mot dictature. Je dis injonction. Le côté, oui, mais faut tout prendre du bon côté, etc. Non, il y a des situations où on souffre, où c'est horrible. Et c'est pas parce qu'on a une meilleure vision de ce qui se passe que ça va aller mieux. C'est pas vrai. Et puis il y a autre chose, c'est qu'au fond toute la différence entre souffrance et douleur. C'est la différence peut-être entre souffrance et douleur. Je te laisse développer juste après. Il y a juste parce que j'ai l'idée en tête. Enfin là, il est en train de s'échapper. Voilà. Oui. Ces choses de développement personnel, etc. Ça s'adresse au comportemental. Alors c'est vrai qu'on peut améliorer énormément de choses par nos comportements, notre vision des choses, etc. Ceci, cela. Mais pour régler un certain nombre de problèmes, il y a d'autres thérapies qui sont peut-être nécessaires, peut-être la psychothérapie ou des choses comme ça. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas sur le même plan, quoi. Par rapport c'est très culturel, parce que c'est très américain le comportemental. La psychologie comportementale vient de là-bas, quoi. Par rapport au fait d'aller mieux, j'entends par là. Si l'objectif c'est d'aller mieux, les choses comportementales, enfin, le développement comportemental, il est très certainement utile, mais il est pas, comment dirais-je, il y a pas que lui, comment je pourrais dire ça. Il y a plein d'autres choses à côté. C'est pas exclusif, quoi. C'est pas exclusif, voilà, exactement, et voilà. Moi, je retiens la petite phrase quand même. J'ai adoré comment c'était tourné. Attends, c'est plus on essaie d'aller bien, plus on cherche à se sentir bien, moins on se sent bien. Non, plus on cherche à se sentir mieux, moins on se sent bien. Ah, ça c'est là. On va faire encore une fois. Donc, plus on cherche à se sentir mieux, moins on se sent bien. Quand même, c'est pas mal. C'est ça. Ça va élaborer sur ce point. Oui, c'est ça. Ça vient du lâcher prise. C'est-à-dire que ce que j'aime beaucoup dans ce que tu présentes, Jean-Philippe, c'est l'équilibre entre je pose la vision, je pose ma priorité, je sais voilà dans quelle direction j'ai envie d'aller, mais après sur le chemin, je lâche prise et je me concentre sur l'action. Je suis dans l'action, je suis dans la pratique. Et le succès à célébrer, c'est le succès de j'ai fait mon petit pas d'aujourd'hui. Et pourquoi tu crois que ça m'a tant touché? C'est ça. On sait pas si tu iras sur scène, mais au moins tu auras fait tes gammes. Exactement. Voilà.
Et bah sur cette belle phrase, ça me paraît un bon résumé de cet objectif. Ouais, tout à fait. Alors je me demande si parmi les auditeurs, il y a des gens qui l'ont déjà lu. En tout cas, ça m'intéresserait de savoir ce qu'ils en ont pensé sur le forum. Et donc, je vais mettre un post sur le forum pour savoir si... et surtout, s'il y en a d'autres qui ont lu son autre bouquin, là, qui est sorti, j'ai pas le titre sous les yeux, mais c'est Everything is Fucked. Ou un truc comme ça, tout est foutu. Tout est foutu, donc voilà, s'il y en a qui l'ont lu, j'aimerais qu'on partage sur le forum. Merci. Ok, merci. Et bien voilà, Productif et Serein, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois à mettre des petites étoiles, à partager, à mettre des pouces levés, je sais pas quoi. Et puis à faire connaître autour de vous, à interagir sur le forum, on sera ravis de pouvoir vous répondre. Et on se retrouve, ma foi, très très bientôt. J'ose plus dire la semaine prochaine, mais très très bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup Romain, merci Geoffrey. Merci à tous.